Oui, bonjour monsieur. Et pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis Sila Boubakari, travailleur social de formation, coach territorial certifié, consultant en économie sociale et solidaire, spécialiste des économies locales au plan territorial. Je suis également conférencier international en économie sociale et solidaire. Voilà en résumé comment je pourrais me présenter. Ok. Et aujourd'hui, il y a un constat qui est fait, qu'il y a eu une pandémie. Et quels sont vos sentiments concernant la pandémie à Covid-19? Avant toute chose, je tenais à présenter toutes mes condoléances à toutes les familles éplorées, que l'âme de tous nos disparus repose en paix et que cette pandémie-là soit un passage qui serait mis dans les oubliettes parce que c'est un véritable sentiment de regret et de désolation. Et donc je crois que chacun de nous doit pouvoir prendre conscience de la situation. Voilà. Et que pensez-vous de la riposte du plan national et international? Il faut dire que mon appréciation est un peu mitigée. Voyez-vous, chaque pays a sa méthode, a ses manières, a ses réglementations concernant la riposte. On est parti de la Chine, on a tous apprécié la riposte chinoise, mais après quelques mois, on a été mis dans le doute parce qu'on a estimé que les Chinois n'avaient pas assez communiqué sur les réalités de la pandémie chez eux. Il y a eu également l'Europe qui allait très vite dans le nombre de décès, ainsi de suite, mais qui est en train de se stabiliser concernant l'évolution de la pandémie. On a l'Amérique qui est devenue aujourd'hui la catastrophe parce qu'on a refusé à un moment donné, je veux parler précisément de Trump et du président brésilien qui refuse d'appliquer scrupuleusement la recommandation souhaitée par l'Organisation mondiale de la santé et des spécialistes. Parce qu'on a estimé qu'il fallait mettre l'économie au-dessus de la vie des gens. Et donc, en Amérique, la situation est en train de s'empirer. On compte les morts par milliers aujourd'hui. Je crois que là, c'est vraiment la désolation et c'est vraiment regrettable. En Afrique, il est vrai que la pandémie n'évolue pas assez vite, mais elle est là. Donc je crois que n'attendons pas que les choses s'empirent pour prendre des dispositions à ce niveau. C'est vrai qu'on prend des dispositions, mais on n'arrive pas à la stabiliser. Parlant de la pandémie. Parlant de la Côte d'Ivoire, réellement je suis inquiet. Je suis inquiet compte tenu du fait que l'État de Côte d'Ivoire a investi des centaines de milliards dans la riposte. Les différents ministères techniques font beaucoup d'efforts, mais nous n'arrivons pas à stabiliser. On n'a même pas encore atteint le sommet, puisque nous sommes en moyenne à 100 contaminations par jour. Pourtant, nous avons commencé par la trentaine, par la quarantaine, ainsi de suite. On tourne autour de 30 infections par jour. Il est vrai qu'on a entamé, cela pourrait justifier peut-être l'évolution, on a entamé le dépistage de masse en implantant des centres de dépistage dans les communes et ainsi de suite. Peut-être que c'est ce qui justifie cette évolution. Mais il y a un fait qui est là. Il faut dire que malgré les efforts fournis par les États, la population n'est pas encore rentrée dans le processus concernant la riposte. Et le constat s'est fait partout. C'est vraiment regrettable. Pour ce faire, qu'est-ce que vous souhaitez comme résultat? Je crois que je vais plutôt essayer d'analyser les résultats concernant la riposte. Je ne parlerai pas de l'Amérique parce qu'on a l'impression que la lutte contre la pandémie est le dernier des soucis de certains leaders politiques, de certains présidents. Et donc là, je ne parlerai pas des résultats de la riposte parce que c'est la catastrophe. Jusqu'à preuve du contraire, en Amérique, les dispositions arrêtées par l'OMS ne sont pas appliquées à la lettre. Donc là, on ne parle pas des résultats. On attend que ces différents États réagissent dans ce sens. Ce n'est pas le cas pour le moment.
Et donc c'est regrettable. Les populations vont continuer de subir la pandémie en attendant que les gens prennent conscience de la gravité de la situation. En Europe, il faut dire que la pandémie a évolué de manière fulgurante. Mais aujourd'hui, la situation est stabilisée et on a l'impression que la pandémie est en train de faire la place à la stabilité. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Je crois que c'est à saluer. L'Europe a pris beaucoup de dispositions, surtout l'Allemagne, que nous félicitons tous. Mais les réalités de l'Europe ne sont pas forcément les réalités en Afrique. Concernant l'Asie, précisément de la Chine, il faut dire que le doute a été créé, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on attend que les Chinois fassent l'effort de clarifier toute l'opinion internationale sur la question de la lutte contre la pandémie. Quels sont les cas affectés en réalité, ce qui est vraiment nécessaire? Quel est le nombre exact de personnes décédées? Ceci est pareil pour l'Iran par exemple. Je ne dis pas que les gens ont mal communiqué, mais le doute a été créé, donc il est important que nous soyons tous clarifiés à ce niveau. Donc là encore, je ne parlerai pas des résultats tant que ces situations-là ne sont pas assez clarifiées. Parce que le doute a été renforcé par la réaction des Chinois lorsque Donald Trump, le président américain, les a attaqués concernant ce sujet. Ils ont essayé de rehausser le nombre, ça veut dire qu'il y a un problème effectivement. Donc là, il faut que tout soit clarifié. Concernant l'Afrique, on a tous félicité certains pays à un moment donné, mais la situation a vite évolué après. Donc il faut reconnaître que nous tous, en tant que citoyens africains, il faut reconnaître qu'on est tous dans le doute. On a fait certaines révélations concernant certains remèdes, mais il faut reconnaître que en Afrique, on a profité peut-être de réalités qu'on ne maîtrise pas forcément. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas pris des dispositions tôt? Est-ce que c'est parce que chez nous, en Afrique, les centres de dépistage ne sont pas nombreux? Est-ce que c'est parce qu'on ne fait pas de dépistage de masse qu'on a l'impression que la pandémie n'évolue pas? Vraiment, c'est des questions qui restent posées. Donc, il est important qu'au niveau de ces différents pays-là, qu'on organise le dépistage de masse. Ça va nous donner une idée claire de ce qui se passe en Afrique en termes de résultats de la riposte. Mais, ceci dit, concernant la Côte d'Ivoire, il faut que les populations prennent les parts de responsabilité. Vous parcourez les villes, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Dans beaucoup de pays africains, c'est comme ça. Vous prenez les rues, vous n'avez pas 10% de la population qui respecte les gestes barrières. Ça, c'est clair. Pratiquement, personne ne porte les cache-nez, les masques. Il est vrai qu'on ne peut pas. La distanciation sociale est difficile dans certains quartiers, ça c'est clair. C'est vraiment difficile. Mais il faut reconnaître que les gestes élémentaires, tels que le port des cache-nez, toutes les dispositions recommandées par l'OMS ne sont pas respectées. Je dis bien toutes. Je ne parle pas de cache-nez parce que c'est visible. Mais aucune disposition n'est respectée. Allez à Kogodi, allez au plateau, venez à Bobo, tout est pareil. On ne porte les cache-nez que lorsqu'on monte dans un véhicule de transport, parce qu'il y a la police qui va contrôler le véhicule. On ne porte les cache-nez que lorsqu'on va à la banque ou bien dans les grandes surfaces. Mais ce n'est pas ce qui est demandé. Quand on sort de chez soi, il faut prendre toutes les dispositions. Parce qu'on ne sait pas qui on va rencontrer. Et puis il faut qu'on ait le courage. Il faut que M. Silla, M. Va, ainsi de suite là, que chacun ait le courage de dire à son voisin, prendre telle disposition, ce que vous faites là n'est pas bon. Il faut qu'on le dise, que tout le monde soit policier de son voisin. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas dans la violence qu'on peut le faire, mais il faut qu'on trouve les mots justes pour que les gens nous accompagnent. Le travail doit être encore plus communautaire. Au vu de tout ce qu'on a fait, si les choses n'avancent pas, il faut qu'on soit très communautaire. Je souhaite que désormais, que toutes les actions qui mènent là soient des actions communautaires. Quand on va, par exemple, faire des gestes de solidarité dans un quartier, qu'on se dise que ces gestes-là vont contribuer à la stabilisation et à la sécurisation de toute la communauté. Parce que quand vous donnez à quelqu'un 2, 3, 5 personnes dans une communauté, vous n'avez rien fait. Donc la solidarité doit être une solidarité de masse. On est sûr que si on va chez M. Silla, qu'on a fait un geste de solidarité, qu'on est sûr que ce geste de solidarité-là va s'étendre sur toute la communauté. Et donc penser à une solidarité plus inclusive pour permettre à toute la communauté environnante de bénéficier de ces gestes-là de solidarité.
Je le dis parce que, voyez-vous, dans nos quartiers, on se fréquente toujours. Allez dans les lieux de funérailles, allez dans les lieux de mariage, allez partout, il y a des rassemblements. Mais les gens ne sont pas respectés. Vous imaginez, nos parents se fréquentent chaque jour. C'est pareil comme ça en Afrique, partout en Afrique, pardon. Les gens se fréquentent régulièrement. Ils ne tiennent pas compte du fait que mon frère, mon ami, mon collaborateur peut être un danger pour moi. En cette période de pandémie. Voyez-vous, surtout que certains ne vont pas faire la maladie, mais ils vont la propager. Donc il faut que chacun prenne ses dispositions pour que ce genre de situations-là puissent vraiment être évitées. Vous comprenez? C'est pourquoi il est difficile de parler de résultats. Je vous dis, ce que fait le ministère de la Santé, ce que fait le ministère de la Solidarité, ce que fait le ministère de la Sécurité, ils font beaucoup d'efforts. C'est des efforts qui sont faits. Mais il faut reconnaître aussi que non seulement les acteurs qui doivent l'appliquer, non seulement les populations ne respectent pas souvent les recommandations, non seulement de l'OMS, mais également les recommandations des autorités ivoiriennes. Et ça, je le dis, c'est pareil comme ça partout en Afrique. Vous allez au Nigeria, c'est pareil, vous allez au Kenya, c'est pareil, vous allez en Afrique du Sud, c'est pareil, et ainsi de suite, c'est comme ça. Et donc, je crois qu'en termes de résultats, il serait difficile qu'on analyse tant qu'on n'est pas sûr que toutes les dispositions concernant les barrières là sont prises et qu'on n'est pas sûr que les autorités elles-mêmes là commencent à sévir dans ce sens pour que les gens rentrent dans la droite ligne. C'est vraiment important. Dans ce sens, vous avez cité quand même quelques ministères. Et qu'est-ce que vous proposez comme solution à travers les différents ministères dont vous avez cité ici? Et en plus de la population, quelles sont les solutions que vous proposez? C'est les efforts qu'on va demander, mais ça demande assez de moyens. Je sais par exemple que des centres de dépistage ont été installés, mais en réalité, ce n'est pas suffisant. Donc, il serait bon que, de manière stratégique, on commence à travailler dans les communautés. Que les dépistages se font dans les quartiers. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez dans un quartier, par exemple, où il y a eu un seul cas de personnes infectées. Cette personne peut être isolée à l'hôpital. Mais avant la découverte de la maladie et son isolement à l'hôpital, il a dû fréquenter les gens dans sa communauté, dans son lieu de travail. Donc, si on connaît le domicile et le lieu d'habitation de la personne affectée là, il est vraiment important que toute la communauté environnante soit dépistée pour savoir quelles sont les personnes qui ont été atteintes par la maladie du fait de leur collaboration avec la personne dépistée positive. Vous comprenez? Et son lieu de travail également est concerné. Si on procède comme ça, je crois qu'on pourrait régler beaucoup de problèmes. Ça me permet de prévenir beaucoup de situations. Ça, c'est au niveau du ministère de la Santé. Et puis, il faut que les gens soient vraiment isolés. Voyez-vous, dans certains pays européens, on fait des efforts pour sécuriser le malade. Lorsque quelqu'un est atteint de la maladie, on l'isole totalement. Même la famille n'a pas accès à lui, ce qui est normal. Il faut qu'on ait le courage de faire ça ici, en Afrique. Je sais qu'il y a certains pays qui le font, mais je dis généralement en Afrique parce que je n'ai pas cité les pays. Je suis aussi quand même consultant international, donc quand je parle, il faut que tu tiennes compte de ces aspects-là. Il y a également le fait que, au niveau de la solidarité, comme je l'ai dit tantôt, je vais essayer de regrouper tout. Lorsque vous allez dans un quartier où il y a eu des cas de personnes infectées, il est bon que de manière concomitante, le ministère de la Solidarité, le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité agissent là, de manière concomitante. On sait par exemple qu'à Abobo, à Keikwa, il y a eu un cas, on prend des dispositions. Je vais même ajouter le ministère de l'Emploi des Jeunes par exemple. On prend des dispositions. On identifie toutes les cours qui sont là-bas. On passe de porte à porte pour faire le dépistage. C'est vrai que ça va se faire avec les communautés, les groupes communautaires, ainsi de suite. En même temps, on fait des dons de kits. Cache-nez, les masques. On fait la sensibilisation. On fait, comment dire, on met un dispositif de sécurité en place pour ne pas que de ces quartiers, des malades sortent pour contaminer d'autres personnes.
Vous comprenez? Donc tous les ministères doivent pouvoir agir dans ce quartier. Parce qu'il y a seulement un seul cas sorti du quartier. Et donc toute la communauté là doit être prise en compte dans tous les sens. Le ministère de la Santé peut intervenir en termes de dépistage de toute la communauté. Le ministère de la Solidarité peut faire des dons là. Parce qu'il faut emmener les gens à rester sur place. On n'a pas le choix. Je ne dis pas de confiner totalement le quartier, mais après le test de dépistage, on saura effectivement qui est infecté et tous les cas infectés doivent être mis en isolement immédiatement. Le quartier sécurisé. Il faut identifier dans le quartier s'il y a des couturiers, leur donner des moyens pour fabriquer des cache-nez sur place, pour les distribuer sur place, pour éviter que les gens sortent pour aller chercher des cache-nez dehors. Ainsi de suite. Vous comprenez? Il y a des cache-nez qui sont réutilisables plusieurs fois. On peut en fabriquer assez. Vous comprenez? J'interviens comme ça parce que je me dis quoi? On ne peut pas isoler par exemple toi Djamé, toi Bobo, ainsi de suite. Ça va être difficile parce que le confinement va faire plus de morts que la maladie. Mais quand même, dans les quartiers où il y a des cas révélés, il faut sécuriser le quartier à tous les niveaux. Pour ne pas que les gens sortent de ce quartier pour aller contaminer d'autres personnes. C'est un peu ça. C'est pourquoi j'ai dit c'est des ministères qui doivent agir de manière concomitante dans un seul rayon donné où il y a un seul cas de personnes. Parce que je sais par exemple que quand quelqu'un est infecté dans une cour commune, dis-toi qu'il y a de fortes chances que tous les membres de cette cour-là, les habitants-là, soient atteints par la maladie. Il y a beaucoup de chances. Donc là, il faut immédiatement procéder au dépistage dans ce quartier, parce qu'ils sortent de ces fréquentes, mais ainsi de suite. Il faut immédiatement initier des tests de dépistage de proximité, initier des gestes de solidarité de proximité, et puis en même temps sécuriser le quartier tout en amenant les gens à respecter scrupuleusement les gestes barrières. Il n'y a que ça qui peut marcher dans nos quartiers. C'est valable pour plusieurs pays africains. Donc pour vous, ça ce sont les solutions, des pistes de solutions. Je ne dis pas que ce sont forcément les solutions qui vont s'imposer à nous tous, mais c'est des pistes de solutions. Voyez-vous, il faut que chacun s'y mette. Je reviens encore pour dire, dans les communautés, vous avez les leaders de communauté qu'il faut mettre carrément en chose. Je veux dire, il faut former et puis ensuite les mettre au travail pour emmener la communauté à respecter les gestes barrières. Voyez-vous, c'est vraiment difficile lorsque vous allez dans les quartiers. C'est difficile. Je dis bien, aucune disposition n'est respectée. Pourtant, on sait qu'il y a des malades qui sont sortis de ces quartiers. C'est vraiment dangereux. N'attendons pas que les gens partent dans les centres de dépistage pour savoir s'ils sont malades ou pas. Je ne dis pas de dépister toute la population en même temps. Mais si M. Silla est déclaré positif à PK18 ou à Dérépon, il faut que dans ce quartier, on parle de dépistage de masse. Pour savoir est-ce que M. Silla n'a pas contaminé 10, 20, 30 personnes en sortant du quartier. Est-ce que M. Silla qui travaille dans tel endroit là n'a pas contaminé ses voisins, ses collaborateurs, ainsi de suite. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Et ça, c'est pas difficile de savoir. Le malade, il peut s'exprimer. Il peut dire où il habite, il peut dire où il travaille, il peut dire qui l'a fréquenté, ainsi de suite. Il faut en tenir compte. Donc vraiment, c'est ce que je voulais ajouter. Surtout qu'on ne respecte pas les gestes barrières en ville. Et aujourd'hui, là, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Toutes les autorités ivoiriennes savent que les Ivoiriens ne respectent pas les gestes barrières. Donc il n'y a rien à cacher en fait. Donc je crois que il était important que j'en parle. Voilà, donc chacun d'entre nous doit pouvoir prendre des dispositions. Voilà mes propositions.